Alors, bonjour à tous, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine. Bonjour Marine, merci d'avoir accepté cette entrevue. Bonjour, merci de m'accorder, cette possibilité. Bah, écoute avec plaisir. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Alors, bonjour à tous, je m'appelle, Marine, j'ai, 41 ans maintenant, j'ai, 2 enfants, 2 petites filles, de 3 ans et demi et 7 ans et demi. OK, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du profil que tu avais avant de candidater en passerelle? Alors donc à l'origine, j'ai, fait des études dans la gestion des risques industriels, donc tous les risques des entreprises d'une manière générale. J'ai, pu travailler en fait, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans ce qu'on appelle un service de santé au travail, donc qui s'appelait avant la médecine du travail, qui ne s'appelle plus comme ça justement parce qu'aujourd'hui, il y a des métiers de la prévention, qui sont apparus, donc des ergonomes. Donc au départ, moi, je suis rentrée comme, ingénieure, même si j'avais un master, j'avais pas un titre d'ingénieur, mais le poste s'intitulait ingénieur, hygiène sécurité, donc c'était tous les risques de l'entreprise et puis j'ai eu l'opportunité, d'accéder à un poste de toxicologue, donc j'ai fait un deuxième master, en toxicologie environnement santé et donc le poste de toxicologue globalement a 2 aspects. Donc le premier aspect, c'est, l'accompagnement des entreprises, sur la gestion des risques chimiques. Donc, globalement, j'allais dans les entreprises, et puis je conseillais les entreprises sur les produits qu'ils utilisaient, sur les cancérogènes, ce genre de choses. Et le deuxième aspect, de ce métier, c'est le conseil aux médecins du travail, hem, sur, entre autres, bah, les examens complémentaires à mettre en place pour les salariés exposés aux produits chimiques, ce genre de choses ou, la compatibilité, par exemple, de l'usage de certains produits avec, X, enfin une pathologie X ou Y, donc voilà un petit peu les 2 aspects, du métier que j'occupais. Très bien. Est-ce que, c'était quoi le statut que tu avais? Est-ce que tu étais fonctionnaire? Est-ce que tu travaillais dans le privé? Alors non, pas du tout, les services de santé au travail sont, des associations loi 1901, donc ça c'est réglementé par la loi et en général, sont départementalisés. Enfin, c'est pas une règle immuable, hein. Dans certains départements, il peut y avoir plusieurs services de santé, entre autres, en région parisienne ou, dans les Hauts-de-France, mais dans la plupart des départements, il y a un service de santé, pour le département. Donc c'est salarié de droit privé, quoi. Très bien. Du coup, donc on en vient un petit peu à ton projet de faire médecine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça t'est venu cette idée? Est-ce que c'était là depuis longtemps? Est-ce que c'est venu un peu plus tard, dans ta vie? Et comment est-ce que ça a maturé? Alors, bah, c'est vrai que c'est quelque chose, qui était dans un coin de ma tête depuis pas mal de temps. En fait, en terminale, j'avais des bons résultats scolaires, donc j'avais émis l'idée de faire médecine et puis, bah, peut-être un manque de maturité, manque de confiance en moi, j'ai réussi à me convaincre toute seule que que c'était pas pour moi, que c'était, très élitiste et que j'y arriverais pas. Donc, j'ai pas du tout postulé, j'ai pas fait de PACES à l'époque, parce que je pensais pas pouvoir réussir. Donc c'était un peu resté dans un coin de ma tête, mais un peu comme un regret, on va dire, et je me revoyais pas du tout, repostuler en PASS, repartir en première année de médecine, c'était pas du tout envisageable. Et puis j'ai découvert, l'existence de la passerelle, donc j'ai commencé un peu à me questionner, bah, ça a un peu ravivé cette envie de faire médecine, et puis, bah, j'ai commencé un peu à travailler sur le projet. J'ai vite été arrêtée dans la progression de ce projet, par l'aspect financier, bah, qui était quand même très bloquant, quand on a une maison à payer, qu'on a une vie de famille entre autres, et qu'on a l'habitude de recevoir son salaire. C'est un petit peu compliqué de pouvoir arrêter de travailler comme ça, et donc j'ai mis, quelques temps à bien monter ce projet et à bien réfléchir, au côté financier, pour faire quelque chose d'avoir quelque chose d'un peu sûr et bah, avant de me lancer et du coup, j'ai pu postuler, l'année dernière à la passerelle. OK. Tu nous as expliqué tout à l'heure que dans ton travail, tu as des contacts notamment avec des médecins du travail. Comment est-ce que cette expérience a influencé ta manière de voir la médecine? Qu'est-ce que ça t'a apporté qui t'a permis
d'ensuite constituer ton dossier et faire ta tentative? Alors, bah, effectivement, j'avais l'occasion de travailler, quotidiennement avec des médecins, et j'avais du coup déjà un petit peu une approche, de tout ce qui était santé. C'est vrai que sur certaines thématiques, je sais pas, les allergies, les cancérogènes, ce genre de choses, c'est déjà des choses, qui étaient acquises pour moi. Donc ça m'a permis aussi de pouvoir, comment dire? Acquérir de nouvelles compétences en fait, puisque de par ma formation, bah, je forcément, c'est des choses que j'avais vues et le fait de travailler au quotidien avec des médecins, bah, on va parler forcément de ces sujets-là. Donc même si c'est très ciblé, sur, entre autres, voilà, les cancérogènes, les mutagènes, les toxiques pour la reproduction, les allergènes, ça reste, on va dire, très ciblé, mais ça m'a déjà donné une bonne, des bonnes bases sur cette thématique-là. Et puis après, il y avait, toute l'approche, patient aussi, alors qui est un petit peu différente en santé au travail puisque contrairement, à la plupart des médecins, les médecins du travail voient, aussi, et beaucoup des gens en bonne santé et l'idée c'est de préserver cette santé justement. Ils voient beaucoup moins de gens malades que le médecin généraliste par exemple. Mais voilà, j'avais déjà un petit peu cette approche, du patient et puis, après plus le côté, technique on va dire, et scientifique quoi. OK. Est-ce que tu penses, avec le recul que tu as aujourd'hui, que pour des personnes qui, à l'inverse de toi, n'ont pas forcément de lien avec, le monde de la santé de manière générale, est-ce que tu penses que c'est indispensable de faire des stages pour pouvoir être admis en passerelle? Alors, je pense qu'effectivement, c'est important et c'est surtout important pour les gens qui ont pas du tout de compétences et qui ont pas du tout eu l'occasion de travailler dans le monde de la santé, bah, pour éviter justement d'idéaliser un petit peu le métier et de se faire une idée qui est fausse. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout fait de stage, parce que ça j'ai pas eu l'opportunité d'en faire. Mais j'avais quand même une approche de la santé. Alors, quand même, j'avais une approche qui était, relativement réduite, hein, faut dire ce qui est, puisque, bah, les médecins avec lesquels je travaille sont des médecins qui sont salariés, qui sont pas en libéral, qui sont pas à l'hôpital non plus. Heu, Comme je le disais, qui voient aussi beaucoup de gens en bonne santé. Donc c'est une approche un petit peu complètement différente, de la plupart des autres spécialités, médicales. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui serait, juriste ou, qui aurait, p aucun lien, on va dire, avec la santé, je pense que c'est indispensable d'en faire. Après, une personne qui serait, je sais pas, un infirmier ou qui est déjà dans le monde de la santé, c'est peut-être moins intéressant, mais ça peut être quand même pertinent, si la personne a, comme moi, une expérience, dans un domaine très précis de la santé et du coup, ça peut permettre aussi de voir, d'élargir un petit peu son horizon, quoi. OK. Du coup, pour changer un petit peu de sujet et revenir sur ce que tu disais plus tôt, tu as parlé de la question du financement, qui a été une contrainte importante, que tu as, enfin, dont tu as dû venir à bout. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, comment tu as prévu ton financement sur ces nombreuses années à venir? Heu, oui, alors donc le financement, c'est vrai que c'était un gros point, une grosse difficulté pour moi et comme la plupart des gens, je pense qui postulent, à la passerelle. Donc pour ma part, j'ai les indemnités de Pôle emploi pendant 1 an et demi. Alors c'était pas gagné non plus parce que je comptais sur une rupture conventionnelle et finalement, qui m'a été refusée. Donc du coup, j'ai dû faire, passer par le dispositif qui s'appelle Transition Pro, qui permet de toucher quand même les indemnités de Pôle emploi, tout en ayant démissionné, en fait. Donc il faut avant que la commission valide le projet de reconversion, et j'ai cru comprendre sur le Discord qu'un certain nombre de personnes ça avait été refusé un certain nombre de passerelliens, par Transition Pro. Donc c'était pas gagné d'avance, mais j'ai pu valider ce projet-là par Transition Pro et donc avoir Pôle emploi pendant 1 an et demi. Et puis après, en termes de financement, alors j'ai plusieurs petits financements, donc je vais, alors quand on arrive en externat, il y a un petit salaire d'externat qui est pas énorme, mais en tout cas, c'est toujours ça de prix. Sur, le département où je suis, donc le Loiret, le conseil général aussi propose une bourse d'études, en fait, pour les étudiants, qui s'engagent à rester 5 ans, dans le département.
un petit peu comme le CESP, sauf que c'est juste un engagement sur l'honneur. Il n'y a pas de place au concours ou de spécialité spécifique. Donc ça fait à peu près. Alors ils le versent une fois par an, mais c'est à peu près l'équivalent de 350 euros par mois. Ça fait à peu près 4 000 euros, je crois, par an, quelque chose comme ça. Donc ça se rajoute aux 200-300 euros de l'externat, du salaire d'externe. Et puis, bah, mon conjoint travaille aussi et on a pu mettre aussi quelques petites économies de côté qui vont nous permettre de subvenir à nos besoins pendant ces 3 ans parce que bon, je compte 3 ans étant donné que là, voilà, pour l'instant, j'ai Pôle emploi donc ça va et puis après en internat, c'est encore différent puisqu'on gagne un salaire, qui nous permet d'assurer, un peu plus, nos arrières. OK. Est-ce J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu, tu nous as parlé du dispositif transition professionnelle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le fonctionnement et les conditions pour bénéficier de ce dispositif, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés? Ouais, alors Transition Pro, donc comme je le disais, c'est le dispositif qui permet de toucher les indemnités de Pôle emploi tout en ayant démissionné. Donc il y a un processus très précis à mettre en place et surtout à bien respecter l'ordre. Donc il faut absolument pas démissionner en fait avant d'avoir la validation de la commission de Transition Pro, puisque sinon ça c'est pas valable. Donc moi j'avais pris les devants, au mois d'avril il me semble, j'avais contacté, l'APEC pour, bénéficier d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle, donc un CEP. Je lui avais exposé mon projet et parce qu'en fait, c'est cette personne-là qui, permet de présenter le dossier à Transition Pro. C'est-à-dire que si, le conseiller en évolution professionnelle ne valide déjà pas le projet, c'est une première étape de validation, en fait. Si déjà cette personne-là valide pas, on peut pas présenter le dossier. Donc moi, j'avais pris un petit peu les devants. Je l'avais contacté, oui, c'est ça, à peu près au mois d'avril l'année dernière. J'avais pu échanger avec cette personne-là. On avait commencé un peu à travailler sur le dossier et puis, quand j'ai été acceptée, je l'ai recontactée. On a monté le dossier ensemble. Donc elle m'a expliqué un petit peu les points, les plus importants. Le dossier, bah, globalement, on explique un peu notre projet, pourquoi on veut faire, ça. Moi, pour être honnête, j'ai quand même repris beaucoup de points de ma lettre de motivation de la passerelle puisque c'est à peu près les mêmes choses qu'on nous demande. Et puis, voilà, est-ce qu'on connaît un petit peu le métier? Est-ce qu'on sait, un petit peu les conditions, d'emploi de ce métier-là? Puisque c'est un dossier qui est pas spécifique aux gens qui font la passerelle, hein. D'ailleurs, c'est très peu, des passerelliens qui font ce dossier-là. Mais quelqu'un qui voudrait se reconvertir dans un autre métier, voilà, il questionne, enfin la commission questionne quand même sur le fait qu'on se soit renseigné sur le métier. Et entre autres, pour les gens qui ont fait des stages, par exemple, c'est tout à fait intéressant de pouvoir le valoriser dans ce dossier-là. On nous demande aussi le coût de la formation, l'emploi du temps, enfin le planning en gros, un peu le programme de formation. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments à remplir comme ça. On l'envoie, à la commission, donc il me semble que c'est au moins une semaine ou 10 jours avant, mais plus tôt on l'envoie, mieux c'est, puisqu'en fait, comme il y a qu'une commission par mois, ils ont un nombre limité de dossiers, qu'ils peuvent étudier. Et puis une fois qu'on a la réponse, ça tombe en général le jour même ou dans les 48 heures maximum. Une fois qu'on a la réponse, on peut démissionner et une fois qu'on a démissionné, s'inscrire à Pôle emploi et donc faut juste, envoyer à Pôle emploi la validation de la commission pour, pouvoir, toucher les indemnités, en fait. Donc si je reprends un petit peu la chronologie pour essayer de bien comprendre, tu t'y es pris très en amont finalement pour monter ce projet-là, et donc tu as d'abord demandé une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti et dans un second temps, tout en gardant ton emploi, tu as sollicité transition professionnelle qui a donné son accord et après tu as pu démissionner, c'est ça? Ouais, c'est tout à fait ça, donc c'est vrai que moi, j'invite quand même tout le monde à prendre un peu les devants, puisqu'en fait, c'est vrai que si ma rupture conventionnelle avait été acceptée, j'aurais pas eu besoin, de la conseillère en évolution professionnelle, j'aurais pas eu besoin de transition pro. Mais voilà, faut toujours se dire que peut-être que la rupture conventionnelle sera refusée et au moins avoir pris les devants et se dire si on a déjà avancé sur le dossier, on gagne un petit peu de temps. Puisque c'est vrai que c'est des démarches qui prennent quand même un peu de temps, hein, donc
Mais sinon la chronologie, c'est ça. Démissionner surtout après la réponse de la commission. OK. En expliquant le fonctionnement, tu nous as parlé de l'APEC. Qu'est-ce que c'est l'APEC? Alors l'APEC, c'est l'association pour l'emploi des cadres. Donc eux, ils proposent ce service d'accompagnement, par les conseillers en évolution professionnelle, mais de mémoire, je crois que les conseillers en évolution professionnelle, il y en a dans d'autres structures que je ne saurais pas citer, mais je sais qu'à l'APEC, il y en a, c'est sûr et il doit y en avoir d'autres ailleurs, c'est sûr aussi. OK. Est-ce que toi, dans ton plan de financement, tu as prévu de continuer à travailler soit pendant le premier, soit pendant le second cycle? Alors, j'avais envisagé ça, donc l'an dernier quand j'ai postulé, j'avais envisagé de travailler, et finalement, j'ai dû travailler du fait de la transition pro et cetera. J'ai dû travailler jusqu'à début décembre et honnêtement, je le recommande pas du tout, du tout, du tout. Ça a été très, très compliqué, puisqu'en travaillant à temps plein, forcément c'était un petit peu compliqué pour les alors déjà je devais m'organiser pour aller à certains cours obligatoires. Et puis, en parallèle, il fallait que je puisse, quand même, avancer sur mes cours et mes révisions et ça a été très compliqué. Donc, après les gens qui sont, par exemple, infirmiers en libéral ou autres qui peuvent travailler de temps en temps, alors le week-end ou plutôt, enfin, à leur convenance, je pense que ça, c'est des solutions qui sont envisageables. Par contre, travailler à temps plein, c'est enfin, voilà, c'est très compliqué. Je j'en ai fait l'expérience donc, je peux le certifier que ça à temps plein, ça reste compliqué, quoi. Et merci. Alors, je te propose qu'on avance un petit peu dans la chronologie et qu'on parle de, l'écriture du dossier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, comment tu as, abordé cette étape? Quels sont les conseils que tu donnerais, aux gens pour écrire leur lettre, leur CV, particulièrement à des personnes qui ont un profil un peu similaire au tien? Donc je rappelle master 2 avec un travail qui est en rapport quand même avec le monde de la santé. Ouais, alors sur le dossier, j'ai commencé à réfléchir à ma lettre de motivation au mois d'août, je crois, donc pour postuler en mars. Donc je m'y suis prise assez à l'avance. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à démarrer. En fait, j'avais, pas vraiment d'idée de comment commencer et j'étais, bloquée sur ma phrase d'accroche. J'arrivais pas à trouver de phrase d'accroche et ça me bloquait pour, pour continuer donc c'était un petit peu compliqué le démarrage. Et puis, j'ai fini par laisser de côté cette phrase d'accroche et par mettre mes idées, en fait, tout simplement sur papier. Ensuite, j'ai essayé de les ordonner un petit peu pour qu'il y ait une logique et puis j'ai commencé à rédiger et finalement la phrase d'accroche, c'est ce que j'ai fait, je crois, en dernier. J'ai envoyé ma lettre de motivation à quelques admis, à 2 ou 3 admis, je crois au mois de novembre, il me semble. Donc pareil, assez en avance aussi, et ça m'a permis de pouvoir prendre en compte les commentaires, la retravailler après à tête reposée. Il y a eu un moment donné, je sais plus, peut-être au mois de janvier où, j'arrivais plus à avancer. J'ai vraiment bloqué en fait, j'étais trop sur ma lettre de motivation et j'arrivais plus à savoir ce qu'il fallait modifier, ce qu'il fallait garder. Bon ça je pense que c'est, à peu près, tous les passerelliens ont dû passer par cette phase-là. Donc j'ai laissé, ma lettre de côté peut-être une quinzaine de jours sans y toucher, sans l'ouvrir, 15 jours, 3 semaines, je sais plus exactement et ça m'a permis après d'avoir les idées un petit peu plus claires pour la retravailler et je l'ai renvoyée à peut-être 2 personnes, 2-3 personnes, je sais plus, au mois de février, je dirais et puis, comme les retours étaient plutôt positifs sur cette deuxième version, ça m'a permis d'être, aussi rassurée et après en termes de conseils, heu, essayer de faire quelque chose de logique, heu, essayer de faire quelque chose de synthétique aussi. Alors c'est un exercice qui est très compliqué, on a des fois envie d'insister sur certains points, mais du coup on répète 3 fois la même phrase et ça a pas toujours d'intérêt. Et puis, pour avoir relu certaines lettres cette année et aussi de par mon expérience, c'était, un peu les commentaires que j'avais eus sur ma première version de lettre de motivation, c'est que souvent il manque en fait, tout simplement la motivation. C'est-à-dire que et moi c'est l'erreur que j'avais faite aussi, c'est dire pourquoi on a envie de faire ça. Très souvent, les candidats expliquent leur parcours, expliquent les compétences transposables de leur métier actuel ou de leur formation actuelle, à la médecine. Et souvent, toute la partie un peu pratico-pratique, financement et cetera, il y a toujours une petite phrase dessus.
Mais du coup, la raison profonde de pourquoi la personne elle a envie de faire ça, c'est souvent manquant et c'est vrai que ça oblige à se re-questionner sur, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Pourquoi j'ai envie de le faire? Quelles sont mes motivations profondes entre mes 2 versions, c'est vraiment le point sur lequel j'ai le plus travaillé. C'était cette partie-là et ça m'a même alors ça a pas remis en question, mon envie de tenter la passerelle, mais c'est vrai que du coup, ça oblige à se reposer des questions et à se dire: «Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et pourquoi?» Et du coup, de pouvoir l'indiquer dans sa lettre. Et du point de vue du contenu, si je reprends un petit peu ce que tu viens de me dire, tu m'as parlé, des motivations qui sont du coup importantes à mentionner. Tu m'as parlé du parcours, tu m'as parlé aussi de tout ce qui est un petit peu pratico-pratique, notamment le financement et cetera. Est-ce que tu vois d'autres points qui sont importants à mentionner dans une lettre pour un candidat? Bah, après ça dépend des profils de chacun, mais si, je sais pas, si par exemple, la personne est sage-femme et veut faire une passerelle vers médecine, dans l'idée de choisir, telle l'obstétrique par exemple, je pense que c'est important aussi de pouvoir mettre en avant, la spécialité qu'on a envie de faire, si il y a une spécialité qu'on a envie de faire pour lesquelles on a une affinité ou une expérience particulière. Donc ça, je pense que ça peut être important et puis le choix de la fac, encore une fois, ça va dépendre du profil. C'est-à-dire que si, le candidat, il a passé, 3 diplômes différents dans 3 villes différentes, du coup, voilà, faut qu'il explique un petit peu pourquoi il veut aller dans une quatrième ville. Si, le candidat a fait je sais pas, tout son parcours universitaire et a fait, toute sa vie professionnelle dans une ville, par exemple, et qui postule dans l'université de cette ville, je suis pas sûre que ça ait besoin de plus d'explications que ça. Donc voilà, encore une fois, ça va dépendre vraiment des candidats, quoi. OK. Toi, tu as la quarantaine, ça fait partie des choses qui, rebutent les candidats qui ont ton âge et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens comme ça qui ont un peu peur de postuler, avec un âge un petit peu plus âgé que la moyenne des candidats? Alors c'est vrai que ça peut être une difficulté, alors dès le début de mon projet, moi je me suis tout de suite mis en tête en me disant: «Voilà, c'est pas un inconvénient, ça doit être un avantage. Je dois l'utiliser comme un avantage». Donc j'ai pas un âge plus vieux que les autres, j'ai plus d'expérience que les autres. Je le voyais plus, j'ai essayé de l'utiliser comme ça en me disant: «Bah voilà, j'ai de l'expérience, donc il faut aussi que je puisse la mettre en valeur». Après c'est vrai que ça peut faire peur dans le sens où on se dit: «On se lance dans un projet», on met aussi des espoirs dans ce projet-là en se disant: «Peut-être que pour une question d'âge, ça va pas être possible». Donc c'est vrai que faut être à l'aise avec ce sentiment potentiel d'échec aussi. Mais de toute façon, c'est aussi le cas pour tout le monde. Mais c'est vrai que à un âge plus avancé, c'est plus compliqué peut-être, mais voilà, il faut vraiment le traiter comme si c'était pas un problème voilà, moi je sais que par exemple, j'ai pas dans ma lettre de motivation, j'ai pas spécifiquement j'ai volontairement, n ne je n'ai pas mentionné volontairement ma date de naissance dans mon CV. Bon après, ils sont pas dupes, hein, ils voient l'année du bac, ils font vite le calcul. Mais voilà, pareil, j'ai pas spécifiquement parlé de mes enfants, dans ma lettre de motivation. J'avais préparé la réponse, à la question s'ils me l'avaient posée à l'oral, mais voilà, il faut se dire que c'est pas forcément qu'un inconvénient, ça peut aussi être un avantage et il faut arriver à le tourner, voilà, de cette manière-là dans son dossier, dans cette lettre de motivation, quoi. Donc à l'oral, ils ont pas abordé la question? Alors ils n'ont pas abordé la question des enfants, ils ont abordé la question de l'âge. D'accord. Donc ils m'ont demandé, si c'était pas, des études trop longues, à reprendre à mon âge, voilà, moi j'ai, donné plusieurs réponses. Je leur ai dit que de toute façon déjà quand on était passionné, il y avait pas de on comptait pas les années et puis, j'ai aussi mis en avant le fait que, médecin, bien sûr qu'il y a la formation initiale de médecine c'est tout à fait normal, mais que c'était un apprentissage aussi tout au long de la vie de médecin et que tous les médecins continuent à se former tout le temps et que du coup, voilà, c'était pas gênant et que dans mon métier, de toute façon, c'était aussi le cas, hein, la mise à jour des connaissances scientifiques, c'est quelque chose de primordial et puis je leur ai dit aussi que, voilà, c'était pas 10 ans d'études, dans lesquelles je m'engageais, c'était 4-5 ans, effectivement d'études à la fac et puis après l'internat, c'est encore un autre système différent. Donc oui, ils m'ont posé la question,
J'ai répondu de cette manière-là. OK. De toute façon, on reviendra sur, l'oral et comment ça s'est passé un Ouais. petit peu par la suite. Si je reste sur, la préparation du dossier, toi tu es rentré en P2. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais demandé ou pas particulièrement? Et est-ce qu'avec le recul que tu as aujourd'hui, tu es satisfaite de cette entrée en P2? Alors non, j'avais rien demandé du tout, ils n'ont pas posé la question non plus, mais oui, enfin, avec le recul, bon, c'est vrai que quand on postule, on se dit toujours: «Ah, j'aimerais bien quand même aller en troisième année, je gagnerais un an, ne serait-ce que financièrement». Mais honnêtement, c'est vraiment pas une bonne idée, à moins d'avoir un bon, comment dire? Une bonne formation, scientifique de base, mais c'est vraiment pas plus mal de commencer en deuxième année, parce que voilà, on reprend il y a certaines matières qu'on fait pas, enfin, qu'on fait en deuxième année et qu'on revoit plus après, donc c'est quand même intéressant. Pour Tours, je crois que ceux qui sont rentrés en troisième année, si je me trompe pas, je crois que c'était quasiment heu, que des sages-femmes et je crois qu'il y avait peut-être, 1 ou 2 docteurs, dans des domaines scientifiques, en biologie ou autre. Mais c'est vrai que pour ma part, je suis plutôt contente parce que même, enfin, même en ayant des bases scientifiques, c'est pas inutile d'être rentré en deuxième année. OK. Alors, on continue à bouger un petit peu dans la chronologie. Par la suite, tu as donc été admissible, ton dossier a été reçu pour être présenté à l'oral. Comment est-ce que tu t'es préparé à cet oral? Alors, j'ai fait plusieurs choses. Alors, il y a 2 donc, il y a 2 parties pour l'oral, évidemment, la partie où on présente son projet, puis la partie où on répond aux questions. Pour la présentation de mon projet, donc, selon les facs, mais en général, c'est souvent 5 minutes qu'on nous propose. Donc il faut arriver à, bah, à faire ça en 5 minutes. Alors j'ai pas mal changé mon discours, donc à chaque fois, il fallait le réapprendre évidemment et faire en sorte que ça tienne dans les 5 minutes. Et puis en fait, j'ai choisi de parler un petit peu de mon parcours et puis, j'ai fait toute une partie, qui était un petit peu différente peut-être de ce qu'ils ont l'habitude de voir sur, pour moi, quelles étaient les qualités en fait, pour être un bon médecin. Et je mettais en avant un certain nombre de qualités et de compétences importantes, et je faisais justement le parallèle avec, bah, soit ma personnalité, soit mes études, soit mon parcours, professionnel où j'expliquais qu'effectivement j'avais ces qualités et ces compétences-là et que ça me permettrait de suivre les études de médecine. Donc voilà un petit peu comment je me suis préparée sur cette partie-là. Je me suis beaucoup, beaucoup entraînée, j'ai beaucoup, beaucoup répété, avec un chronomètre pour être sûre de pouvoir, tenir dans les temps. Et pareil, je conseille de le faire, enfin de se garder une marge. Par exemple, s'il y a 5 minutes, de se dire, «Il faut que je puisse le faire, en 4 minutes 30 ou enfin en moins de 5 minutes». Parce que si on s'entraîne et on est à 4 minutes 55, on peut facilement bégayer ou avoir, ou dépasser les 5 minutes et puis selon les jurys, certains laissent terminer la phrase, d'autres, coupent, à 5 minutes 00 donc c'est vrai qu'il faut être un peu serein sur ce côté, timing et sur la partie questions, alors sur le Discord, ça m'a beaucoup aidé. Il y a eu pas mal de propositions en fait des dossiers, enfin des fichiers, avec, toutes les questions qui ont été posées ces dernières années. Donc moi, j'ai repris ce fichier-là, je l'ai un peu remodifié, enfin je l'ai remis à ma sauce. En fait, j'ai remis, les questions un petit peu par thème en fait, thématique. Il y avait des questions des fois qui reviennent 2, 3 fois sous la même thématique. Donc j'ai un peu tout remis ça. J'ai enlevé certaines questions, j'ai fusionné et cetera. J'ai regardé les questions qui s'adaptaient aussi plus à mon profil et puis j'ai préparé une réponse, pour chacune de ces questions potentielles. Et puis, j'ai, eu la chance de pouvoir faire, des oraux blancs aussi, sur le Discord, donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je conseille et qui peut être très important pour se préparer. Après, moi, j'ai pas voulu, contrairement à certains autres candidats que je connais, j'ai pas du tout voulu, présenter, mon oral à des gens de ma famille ou à des gens, autres, ou à des amis ou autres, j'ai préféré garder garder ça pour moi. Donc voilà, mais je sais que certains se sentent plus à l'aise, enfin, en l'ayant présenté, devant un public, mais après ça, chacun est différent, quoi. Vis-à-vis de l'oral en lui-même, il y a une question qui revient souvent, qui est la question du par cœur. Qu'est-ce que toi tu en penses?
Alors au départ, moi je suis pas du tout quelqu'un qui aime apprendre par cœur. Enfin, dans tous les oraux que j'ai eu à faire au cours de mon cursus, à chaque fois, j'avais plutôt les grandes idées marquées et puis, je savais un petit peu, voilà, ça me guidait un petit peu dans mon discours. Donc au départ, j'étais partie sur cette idée-là, de me dire: «Bah, voilà, je vais faire pareil, je vais me noter les grandes idées et puis, ça va me permettre d'orienter un peu mon discours». Et très, très rapidement, je me suis aperçue que c'était pas possible parce que, bah, on fait facilement des digressions, on oublie certaines idées, certains exemples, alors qui peuvent dans un discours quelconque, être mineurs. Mais, là, étant donné qu'on a quand même très peu de temps, si enfin voilà, on c'est un peu compliqué d'oublier des choses ou, de passer à côté puis de revenir après dire: «Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça». Donc finalement, je suis partie aussi sur l'idée de l'apprendre par cœur. Mais du coup, je l'ai répété beaucoup, mais j'ai essayé de faire en sorte à chaque fois de garder un peu ce côté naturel, c'est-à-dire pas que ce soit, répété, récité comme une poésie. Donc voilà, ça, c'est un petit peu la difficulté, mais moi, je conseillerais quand même finalement de l'apprendre par cœur, parce que j'ai essayé de pas le faire et voilà, je voyais que je dépassais trop le temps, donc plutôt l'apprendre par cœur, mais après selon les gens, les gens sont plus ou moins à l'aise à l'oral, mais il faut essayer de garder quand même ce côté un petit peu, naturel et pas récité, quoi. OK. Maintenant sur, le passage de l'oral en lui-même, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe à Tours? Quelle est la structure? Combien il y a de membres du jury et cetera? Alors à Tours, il y avait, 8 membres de jury, donc 2 de chaque fac, donc 2 pharma, 2 maïeutique, 2 odonto et 2 médecine, avec en général les doyens ou les responsables des formations. Heu, le jury était assez froid, même très froid, très froid, très neutre, et ça, c'était le ressenti de la plupart, je crois, des candidats, avec qui j'ai pu discuter. Hem Donc voilà, après j'ai pu, dire ce que j'avais à dire, faire ma présentation dans les temps et puis j'ai eu, quelques questions mais mais très peu de questions quand même, quoi. D'accord. Votre format, c'est 5 minutes aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça, 5 minutes, ouais, exactement. OK, et donc sur tes impressions, tu as eu un jury qui t'a semblé plutôt froid, mais est-ce que tu as senti que sur le questionnement, ils essayaient de te piéger ou au contraire, est-ce qu'ils restaient plutôt entre guillemets «bienveillants» malgré leur froideur? Heu, ou pas forcément bienveillant, mais pas malveillant non plus. Enfin, il y avait pas de piège. Non, non, il y avait pas de piège, hein. Enfin, c'était des questions sur, mon parcours, sur, enfin voilà, sur la question de l'âge. Mais j'ai pas eu, de surprise, au niveau des questions. Il y a pas eu une question où je me suis dit: «Ouh là, j'ai pas préparé, j'ai pas de réponse». Donc moi, je suis sortie de l'oral, avec le sentiment de me dire: «Voilà, je sais pas si je serai prise parce qu'on avait vraiment du mal à savoir ce qu'ils en pensaient, mais j'étais plutôt rassurée dans le sens où je me suis dit: «Voilà, j'ai, fait ma présentation de la manière dont je voulais la faire, dans le temps imparti. Les questions, j'ai su y répondre, et j'y ai répondu de la meilleure, manière, possible», on va dire. J'avais pas de regrets. À la sortie de l'oral, j'avais pas de regrets. Je me suis dit: «Bon, si je suis pas prise, voilà, j'ai fait ce que je pensais, avoir besoin de faire en tout cas». Et ça, c'est vraiment assez, comment dire? Assez satisfaisant quand même comme sentiment de se dire: «Bon, bah, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire». OK. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les questions qui t'ont posées et les réponses que tu y as apportées? Oui, alors j'ai eu une question donc sur, bah, la question de l'âge, donc ça, j'ai un petit peu expliqué déjà tout à l'heure. J'ai eu une question, savoir si j'encadrais des gens ou pas dans mon activité, donc là, alors je n'avais pas préparé cette question, mais c'était plutôt simple de répondre et c'était pas le cas. Et puis j'ai eu une troisième question sur, le fait de déménager ou pas, puisque moi j'habite à Orléans et la fac de Tours est à environ, 1 heure de chez moi. Donc sur le fait que, voilà, si je comptais déménager ou pas, et là j'y ai répondu, en fait, je leur ai dit que, bah, voilà, effectivement, j'avais des enfants, un conjoint qui travaillait à Orléans, donc dans une, 1re phase, j'envisagerais pas de déménager tout de suite puisque, bah, voilà, c'est pas aussi simple
que ça, mais que je me gardais cette possibilité-là et on en avait parlé avec mon conjoint, que je me gardais cette possibilité-là si je voyais que c'était trop compliqué, effectivement, de pouvoir, pourquoi pas déménager, dans l'avenir. C'était pas ce que j'envisageais dans l'immédiat, mais pourquoi pas et sachant que j'ai aussi, de la famille sur Tours donc voilà, j'avais aussi, possibilité d'être logée s'il y avait besoin. Donc là, voilà, j'ai pas, on va dire que l'idée, enfin, j'aurais très bien pu, donner la réponse qu'ils attendaient en disant: «Oui, je déménage demain si vous attendez, si vous le souhaitez». Mais je voulais pas le faire parce que d'abord c'est pas dans ma façon de faire, et puis je pense qu'ils l'auraient senti que c'était pas vrai donc voilà, j'ai préféré être honnête, leur dire que voilà, dans un premier temps, j'envisageais pas de déménager, mais que si ça devenait trop compliqué, ça pouvait être, une possibilité que je me laissais quand même. Donc voilà, de mémoire, je crois que c'est tout ce que j'ai eu comme question, il me semble. OK. Si on avance un petit peu dans le temps, toi, avant d'être admise, tu as été sur, liste d'attente. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette phase d'entre-deux? Ouais, alors c'est une phase, très, très compliquée à vivre, c'est un peu des ascenseurs émotionnels. Donc effectivement, j'étais première sur, liste complémentaire. Alors j'ai eu, on va dire, 2-3 phases différentes. Dans une première phase, j'étais un peu fataliste, on va dire, en me disant: «Bon, bah, de toute façon, voilà, c'est comme ça, c'est parce que j'habite à Orléans, ils ont pas voulu me prendre». Voilà, je me cherchais un c'est pas que je me cherchais un peu des excuses, en fait, et puis, très rapidement, en l'espace de 48 heures, je me suis dit: «Bon, je vais recandidater l'année prochaine». C'est un peu trop facile de se dire: «C'est la faute de la fac» ou «C'est la faute de là où j'habite» ou quoi que ce soit. C'est un peu trop facile, peut-être que ce facteur-là, géographique a joué, probablement, voilà, je me suis dit: «Il faut pas non plus, mettre tout ça, enfin sur ça» et donc je me suis rapidement remise en question. J'ai, fait pas mal de MOOC cet été parce que j'en avais pas du tout fait durant l'année. Donc voilà, en vue de préparer ma deuxième candidature, j'ai fait, pas mal de MOOC dans l'été. Je pense que j'en ai fait 4 ou 5 dans l'été. Et puis, j'avais commencé un petit peu à voir pour les stages, à faire des stages parce que du coup, j'en avais pas fait non plus. Voilà, j'avais commencé un petit peu à me dire: «Comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon dossier, pour cette deuxième candidature?» Donc c'était surtout pour moi, faire des stages, faire des MOOC, principalement et puis peut-être, j'y avais pas forcément encore réfléchi, mais c'était peut-être aussi, envisager de retravailler ma lettre de motivation ou mon oral. Et puis finalement, je crois une semaine après la rentrée, donc j'ai appelé plusieurs fois la fac cet été, c'était assez stressant, pour savoir si, parce qu'en fait, il y avait une histoire d'inscription aussi, d'inscription définitive, et je savais le nombre de places qu'il y avait et donc plusieurs fois j'ai appelé la fac en disant: «Voilà, combien il y a de personnes qui se sont inscrites?» parce que je me disais: «Voilà, si, il y a 16 places et que le secrétariat me dit qu'il y a déjà 16 personnes qui sont inscrites, bah, c'est je sais qu'il y a plus de place, quoi». Et malheureusement la fac de Tours ne donne aucune information, donc j'avais durant 2 mois, c'était un petit peu stressant parce que voilà, au départ, j'y croyais un petit peu, en juillet et puis arrivé en août, je me suis dit: «Bon, bah, si, enfin voilà, maintenant c'est ils vont plus m'appeler maintenant, les gens ont dû déjà tous s'inscrire, sûrement». Et puis finalement, voilà, surprise à la rentrée, ils m'ont appelé en me disant que quelqu'un s'était pas présenté ou je sais pas, refusé son inscription et qu'il y avait cette possibilité-là. De venir, ça a été très compliqué pendant une semaine puisqu'en fait la fac m'a pas dit directement, ils m'ont laissé entendre que enfin ils m'ont dit: «Quelqu'un n'est pas venu, il y a la possibilité que vous veniez mais c'est pas sûr, il faut demander au doyen». Donc c'était encore un petit peu stressant et ils m'ont demandé quand est-ce que je pouvais venir. Alors là, gros dilemme parce que, bah, je travaillais encore et qu'évidemment j'avais un préavis à faire et que la fac, n'acceptait pas, et c'est logique, que je vienne, que dans 3 mois. Donc voilà, j'ai pu m'arranger un petit peu comme ça, c'est un et puis avec l'histoire de transition pro où je devais aussi attendre la commission. Donc tout ça se cumulait, ça a été un peu compliqué et puis bon finalement j'ai accepté, j'ai dit à la fac que je venais sans souci et donc ça a pu se faire aussi rapidement comme ça donc l'intégration était un peu plus compliquée aussi puisque, bah, j'avais pas du tout assisté aux réunions de pré-rentrée où ils expliquaient le fonctionnement et cetera. Et heureusement, j'ai eu l'appui des passerelliens des autres passerelliens qui m'ont donné toutes les infos avant la rentrée et qui m'ont permis de pouvoir m'intégrer, assez facilement, quoi. OK.
C'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre finalement que même jusqu'au dernier moment, il peut y avoir un désistement, quoi. Ouais, ouais, parce qu'en fait, il y avait une semaine de pré-rentrée avec présence obligatoire et je pense que la personne est pas venue à ce moment-là, donc voilà, ça a été, oui, oui, c'est il y a toujours un petit espoir, mais j'avoue que j'y croyais plus, j'y croyais plus. Ouais, ça peut se comprendre. Dans ta promo, tu es la seule à être issue de la liste complémentaire? Ouais, on était 2. Alors j'ai cru comprendre que les années précédentes à Tours, il y avait pas de liste complémentaire. Alors peut-être que, ils ont, peut-être de manière récurrente 1 ou 2 désistements et du coup cette année on était 2 sur liste complémentaire, mais il y a que moi qu'ils ont rappelé. D'accord. OK, et alors dans ton témoignage, tu parles de quelque chose qui est intéressant vis-à-vis du Discord qui biaise un petit peu les attentes des candidats puisqu'on voit surtout les témoignages, des personnes qui sont admises et un peu moins dans celle de celui pardon, de celles qui sont non admises. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ça? Oui, alors effectivement, alors je pense honnêtement que le Discord aide beaucoup, enfin aide d'une manière générale puisque, bah, on peut bénéficier de relectures, de gens qui sont déjà passés par là, même sur le côté financement, de conseils, d'euros blancs et cetera, donc ça c'est très positif. Par contre, c'est vrai que c'est biaisé dans le sens où, bah, globalement, les gens qui échouent, à la passerelle, forcément sont déçus et c'est tout à fait, entendable, et du coup, participent moins au Discord. Alors certains, ceux qui vont faire la 2e candidature, 2e tentative, restent sur le Discord et effectivement continuent de participer. On en voit un petit peu, plus cette année, par rapport à l'an dernier de gens qui font leur seconde tentative. Donc c'est plutôt très bien, mais c'est vrai qu'on a le sentiment, que, bah, forcément tous ceux qui sont sur le Discord ont réussi, alors que c'est loin d'être le cas. Il y a beaucoup de gens aussi qui échouent, et du coup qui soit souhaitent s'éloigner un peu du Discord et ça a été mon cas aussi, quand, quand j'ai reçu la réponse alors pas négative, mais, la réponse disant que j'étais sur liste d'attente. J'avoue que j'ai mis quelques jours à me remettre sur le Discord parce que, bah, ça renvoie à son échec, hein, forcément. C'est jamais très plaisant. Donc voilà, il faut quand même être attentif au fait de se dire, l'échec, déjà c'est pas forcément, toujours de notre faute, hein, parce que, bah, il y a beaucoup de candidatures, c'est quand même une grosse sélection. Il y a un facteur chance aussi sur le fait que, bah, selon les années, il y a les dossiers qu'on aura, en concurrence avec le nôtre seront plus ou moins bons, donc ça peut être aussi, ce facteur-là. Donc il y a beaucoup de choses et puis, on n'est jamais enfin, on connaît jamais trop les critères de sélection, donc c'est très compliqué suite à cet échec, c'est parfois un peu compliqué de rester sur le Discord, hein, ça je peux l'entendre. Donc voilà, il faut en tant que candidat aussi se dire, voilà, il y a beaucoup d'admis sur le Discord, mais il y a aussi plein de gens qui ont pas réussi la passerelle et c'est pas pour autant que la candidature est pas bonne. Parfois il y a des petits points d'amélioration ou parfois c'est juste, voilà, parce que les autres dossiers en face étaient meilleurs tout simplement, hein, ça peut être le cas. Le nombre de places est très restreint, donc voilà, il faut pas forcément, se dire que tout le monde réussit sur le Discord et que tout le monde, voilà et qu'on est le seul ou la seule à être en échec, c'est pas du tout le cas. Voilà, donc très intéressant, je me permets, moi qui ai quelques années de recul sur des relectures, j'ai vu malheureusement des très beaux dossiers refusés, parfois même dès l'admissibilité et c'est vrai qu'on comprend pas, mais comme tu le soulignes, c'est vrai qu'il y a une concurrence assez rude, et il faut rappeler que le taux d'admission, pour les gens qui nous écoutent est entre 5 et 10 dans la majorité des facs. Donc même si, comme tu l'as très justement dit, le fait qu'il y ait des nombreux admis sur le Discord, ça biaise un peu le ressenti, ça reste quand même un concours très sélectif. OK. Est-ce que toi, dans ta démarche, tu avais envisagé de retourner en PASS ou en LAS? Alors, effectivement, comme je le disais, avant de découvrir la passerelle, bah, voilà, j'avais, dans un petit coin de ma tête cette envie de faire médecine, mais j'avais absolument pas du tout envie de repartir en passe et en fait, le fait, de pas avoir été prise tout de suite à la passerelle et même avant de toute façon de candidater à la passerelle, ça m'a permis d'y réfléchir et de me dire finalement, l'envie elle est tellement là que, ouais, je serais prête à refaire une passe. Alors
quand, j'ai reçu ma réponse, sur liste, disant que j'étais sur liste complémentaire, je me suis reposé la question, de faire, une passe ou une LAS en parallèle de ma seconde tentative. Et puis finalement, en réfléchissant, je me suis dit: «Non, je vais faire les choses les unes après les autres. Je vais déjà repostuler une deuxième fois, une deuxième tentative et si jamais je suis pas prise, à ce moment-là, je postulerai, en PASS ou en LAS, mais ce serait la dernière possibilité». Parce qu'en plus de rajouter une année d'études, donc il faut évidemment financer, il y a aussi le risque d'échec derrière. C'est-à-dire que, voilà, il y a quand même un gros concours, en fin de PASS et arrêter de travailler pour se consacrer à la PASS si finalement, on n'a rien au bout d'un an, ça peut être aussi compliqué. Donc voilà, j'y avais réfléchi, mais voilà, c'était un peu la dernière option, pour moi. OK. Alors, j'avance un petit peu à nouveau dans le temps et on va parler, de ton admission et de ta rentrée. Même si pour toi, dû aux conditions particulières que tu viens d'évoquer, ça a été une période qui s'est un peu précipitée. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as préparé ta rentrée? Quelles sont les révisions que tu avais faites? Et avec le recul aujourd'hui que tu as d'une moitié de P2, pour la fac de Tours, quelles sont les choses les plus importantes à réviser pour rentrer sereinement en P2? Alors j'avais, oui effectivement, hein, le fait d'avoir été rappelée au dernier moment, ça a un peu précipité la rentrée, mais ça a été plus, sur le côté, organisation, administratif, inscription et cetera, que ça a été un peu compliqué. Sur les cours en eux-mêmes, pas plus que ça. Alors moi, j'avais commencé un programme de révision l'an dernier, que j'avais fait alors, mais ça reste ma méthode, à moi et après il faut que chacun puisse adapter, enfin ses révisions aussi à son propre parcours. Moi, j'avais recommencé, dès les révisions de terminale. Je me suis dit: «Je vais reprendre le programme de terminale, S, en chimie et en bio pour vraiment revoir les bases». Donc ça a été plus rapide que ce que je pensais parce que finalement, il me restait encore des bons souvenirs, mais je suis repartie là-dessus pour me dire: «Voilà, au moins je pars sur des bases solides». Et ensuite, j'ai commencé, à attaquer les révisions de deuxième année. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de réviser toute la PASS avec un certain nombre d'informations qui, je pense, enfin ça reste mon avis, mais qui je pense sont pas forcément utiles, derrière dans les années de médecine, mais qui servent plus à la sélection en PASS, je me suis dit: «Je vais prendre le programme de deuxième année, de Tours» et puis, bah, à travers, des livres, à travers des vidéos YouTube, sur internet, j'ai trouvé aussi des ronéos. J'ai pu en fait commencer à avoir une première approche, du programme de P2 et aussi par rapport à ça, me dire: «Voilà, là, je vois qu'il me manque des bases, je vais pouvoir, retravailler spécifiquement ces bases-là parce que je sais que c'est des choses qui me serviront l'an prochain». Donc j'étais très ambitieuse. J'avais pour objectif de réviser, 1 UE, de P2 par mois, j'ai pas réussi à m'y tenir. Ça a été un peu compliqué. J'en ai révisé, un certain nombre et entre autres, j'avais pas mal bossé la cardio l'an dernier et je vois que là, sur le premier semestre, ça m'a quand même pas mal servi parce que, voilà, il y avait des choses que j'avais déjà vues. Alors même si j'avais pas tout retenu de ce que j'avais vu l'an dernier, il y a quand même pas mal de choses, qui étaient restées. En tout cas, ça me semblait, assez clair, on va dire. Donc voilà ce que je peux conseiller, aux gens, c'est voilà de repartir selon leurs besoins sur des bonnes bases scientifiques, de lycée ou de 1re année à la limite de fac, de bio et puis après de prendre spécifiquement le programme de P2 de leur fac et puis de regarder, de survoler un petit peu ce programme et d'essayer de voir s'il y a des choses, qu'ils comprennent vraiment pas, sur lesquelles ils ont besoin de travailler un peu plus, pour prendre un petit peu d'avance en fait, pour l'année d'après. OK. D'un point de vue de la difficulté académique des cours, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris, quelque chose auquel tu t'attendais? Est-ce que finalement, toi, le fait d'avoir eu une profession en relation avec la santé, ça t'aide, à suivre les cours ou pas trop? Alors oui, il y a des choses, enfin effectivement, il y a des choses qui me parlent, plus que si j'avais été dans une autre profession. Alors sur la difficulté en tant que telle, pas forcément, je trouve pas ça extrêmement dur. Par contre, c'est plutôt sur le volume de choses à connaître, c'est là où effectivement ça peut se compliquer. C'est pour ça aussi que je disais que travailler en parallèle, ça devient très compliqué. Moi, je l'ai expérimenté jusqu'à début décembre et effectivement, j'ai pris beaucoup de retard sur mes révisions jusqu'en début décembre parce que forcément, travailler en temps plein, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, c'est là aussi où, le fait d'avoir révisé certaines matières déjà l'an dernier
m'a permis un petit peu, m'a sauvé un petit peu parce qu'il y avait des choses sur lesquelles je pouvais passer un peu plus rapidement. En tout cas, j'avais déjà deux trois notions. Mais voilà, c'est globalement pour moi, c'est plus la quantité d'informations à retenir que la difficulté en tant que telle, sur les matières puisque après, voilà, c'est plus ça et puis après ça dépend beaucoup aussi, des enseignants et de la enfin voilà, entre autres, par exemple, sur l'anatomie où c'est pas quelque chose qui est forcément très, très simple de premier abord, où, on peut avoir des fois du mal à visualiser en 3D, comment s'organisent un petit peu les différents systèmes. Là, effectivement, ça peut être intéressant aussi de s'être bien préparé, sur la partie anatomie. Ça peut être la partie peut-être un peu plus compliquée ou avoir des bonnes bases, c'est intéressant, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta méthode de travail? Oui, alors pour l'instant, sur le premier semestre, j'avais une méthode un petit peu, comment dire? Pas très organisée puisque voilà, quand je travaillais, ça restait compliqué de pouvoir réviser les cours. Alors moi, ce que je fais, en tout cas ce que j'ai essayé de faire au premier semestre et ce que je me tiendrai à faire au deuxième semestre, c'est de reprendre puisqu'en fait moi je vais pas en cours, je travaille que sur les Ronéos. Donc c'est de reprendre le Ronéo, et en fait alors c'est pas des fiches en tant que telles, mais je fais un petit peu comme si c'était un résumé du Ronéo. C'est-à-dire que, je vais enlever, toutes les petites anecdotes, je vais enlever des fois je vais me faire un schéma pour récapituler, une notion qui va prendre demi-page donc, sur une je sais pas, sur un Ronéo peut-être de 15 pages, je vais le résumer en une page ou une page et demie avec vraiment les notions essentielles. Et après ça me permet de réviser, principalement, ces fiches-là. Bon, je les appelle fiches, mais c'est pas exactement des fiches. De réviser principalement, voilà, sur ces fiches-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, 500 pages à lire, beh, j'en ai peut-être qu'une centaine. Donc, c'est quand même plus rapide. J'ai beaucoup travaillé aussi sur les annales, puisque nous on a la chance de pouvoir avoir les annales des années précédentes et c'est quand même souvent les mêmes genres de questions qui tombent. Donc voilà et puis, je vais expérimenter là pour le deuxième semestre parce que j'aurai beaucoup plus de temps qu'au premier semestre. Pour m'organiser, je vais expérimenter la méthode DJ donc, qui consiste à réviser, un cours et puis, 3 jours plus tard de réviser le même cours et puis après d'espacer les révisions de ce même cours à 7 jours ou à 10 jours ou à 15 jours, au fur et à mesure, plus on l'a révisé, moins on le révise souvent. Donc, je vais expérimenter ça. J'avais fait un petit peu ça l'an dernier déjà pour mes révisions et je trouvais que ça avait plutôt pas mal fonctionné, en fait. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'organise le cursus à Tours? Quelles sont les grandes matières par année? Quand est-ce que vous avez des stages et quels stages? Et puis au niveau de l'externat, comment s'organisent les alternances entre, les périodes de cours et les périodes de stage, si tu le sais? Ouais, alors, sur Tours, donc en deuxième année, on a, 2e, 3 année, on a plusieurs stages à faire. On a un stage, en deuxième année, on a un stage de chirurgie de 3 semaines, donc c'est des stages d'observation en deuxième et troisième année. Donc stage de chirurgie alors normalement 4 semaines, mais qui inclut une semaine en anesthésie. Donc on est dans un service de chirurgie et la semaine où on est en anesthésie, on est plus focalisé, voilà, sur cette partie-là. Donc ça se fait, durant l'année, entre octobre et avril selon le groupe, dont on fait partie, et puis enfin pour ma part, je suis actuellement d'ailleurs, en stage et je suis en ophtalmo, chirurgie ophtalmique. On a aussi un stage infirmier à faire, donc je pense que, les gens qui sont déjà diplômés infirmiers, en sont dispensés. Donc ça à Tours, je sais que la plupart des facs, le stage se fait en début de deuxième année avant même la rentrée. Chez nous, c'est l'inverse, il se fait en fin de deuxième année. Donc en gros, on a nos partiels, fin mai et ensuite on est en stage un mois, donc stage infirmier, donc soit le mois de juin, soit le mois de juillet, soit le mois d'août, ça dépend de notre groupe encore une fois. En troisième année, on a un stage, donc un peu sur le même principe que le stage de chirurgie, c'est un stage, dans un service, de médecine, donc de l'hôpital. Donc voilà, ça c'est des stages qui sont attribués, par la fac, donc on choisit pas forcément ce qu'on veut et on a donc ça c'est 4 semaines et on a aussi un stage de 2 semaines en imagerie à faire. Donc voilà, j'ai un petit peu moins d'informations sur ça.
sur ce stage-là parce que c'est les 3e années. Sur les matières, en 2e année, donc au 1er semestre, on a la cardio, la neuro, on a ce qu'on appelle biopathologie, donc c'est un cours qui parle principalement du fonctionnement des scanners, des IRM, etc., de la radio, enfin voilà, de l'imagerie. On commence la sémio au 1er semestre et puis on a de la dermato aussi, donc ça, c'est tous les cours du 1er semestre qu'on a terminé déjà. Et puis au 2e semestre, on a de l'hormonologie, on a tout ce qui est système pulmonaire, le rein, il me semble, la néphro, et nutrition. Je crois que c'est tout. Et puis on a des ED de sémio. On a aussi des cours d'anglais, donc soit au 1er, soit au 2e semestre, d'anglais médical. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié pour la 2e année. Et voilà, après en 3e année, on a, j'ai pas le programme en tête. Mais on a aussi un certain nombre de cours. Je crois qu'il y a l'hémato en 2e année, d'ailleurs l'immuno, la dige, et j'ai pas les autres matières en tête. Mais voilà, il y a d'autres choses. Les programmes sont consultables facilement sur le site de la fac. Et sur l'alternance en externat, alors jusqu'ici, c'était, si je dis pas de bêtises, 1 mois et demi de stage, 1 mois et demi de cours en externat, et 3 sessions de partiels dans l'année au lieu de 2 en 2e et 3e année. On a nos partiels début janvier et en mai. Et les externes ont 3 sessions de partiels, donc voilà, globalement. Mais ils ont parlé récemment de basculer ça en demi-journée, donc matin stage et après-midi cours ou l'inverse. Donc c'est pas encore décidé, c'est pas encore voté, sachant que ça posera un problème sur les gens qui sont en stage, enfin les externes qui sont en stage dans les hôpitaux qui sont pas à Tours, puisqu'en fait, il y a un certain nombre d'hôpitaux dans un certain nombre de villes qui dépendent de Tours et qui sont pour la plupart à 1 heure de route, de Tours. Donc c'est vrai que ça peut poser problème si les gens sont en stage à 1 heure de route, voire même plus des fois. Pour certains hôpitaux, s'ils sont en stage à 1 heure de route le matin et que l'après-midi ils ont cours, ça peut poser problème. Donc je sais pas si c'est le point bloquant ou pas, mais en tout cas, il parlait récemment, voilà, peut-être de passer en demi-journée, mais c'est pas encore sûr. Et à Tours, il y a aussi une situation un petit peu particulière vis-à-vis de la fac naissante d'Orléans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les articulations entre les 2? Bah oui, effectivement, donc la fac d'Orléans a été inaugurée officiellement cette année. Donc on a la première promotion de P2 qui est rentrée en septembre. Donc pour l'instant, jusqu'en 2025, c'est un peu les 2 facs sont encore un peu liées puisqu'en fait, dans la région centre, jusqu'ici, on n'avait que la fac de Tours. Les 2 grosses villes, donc globalement, c'est Tours et Orléans n'avait pas de fac, donc tous les Orléanais allaient à Tours. Mais voilà, le gouvernement a décidé de créer la fac, il y a peut-être 2-3 ans de ça maintenant, donc on a la première promotion de P2 cette année. Donc jusqu'à l'année prochaine, voilà, les 2 facs sont encore liés et fonctionnent encore ensemble puisqu'en fait l'an dernier, ceux qui étaient en passe à Orléans, je crois que de mémoire, c'était que des profs de Tours qui venaient, faire les cours. Donc il y avait un gros partenariat, même sur le tutorat, il y avait un partenariat entre Tours et Orléans. Mais petit à petit, l'idée c'est que ça s'estompe et que de plus en plus la fac d'Orléans devienne indépendante. Donc elle a été inaugurée officiellement, je crois, en septembre ou octobre de cette année. Donc voilà, petit à petit ça va se faire, et pour mon cas personnel, effectivement, habitant à Orléans, il y avait pas de passerelle l'an dernier et comme, voilà, la fac était pas inaugurée, il y avait pas de procédure passerelle. J'ai postulé à Tours, donc je fais mes 2 premières années à Tours et normalement en changeant de cycle, donc à partir de l'externat, je pourrais demander mon transfert, à la fac d'Orléans. Donc ça c'est plutôt bien, d'un point de vue, géographique et fatigue. Hem, donc voilà et puis, mais c'est vrai que l'organisation est pas encore très, très fixée puisque, bah, là, pour l'instant, il y a que des passes et des P2 sur Orléans. Donc on n'a pas encore d'idée, sur, l'externat, comment ça va se passer. Même les spécialités qui seront proposées en internat, on n'a pas encore, il y a pas encore d'informations là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette année, ils vont organiser une procédure passerelle sur Orléans. Donc là, pour la première année, il y a 5 places de mémoire. OK.
Et alors, je sors un petit peu du sujet, mais on avait entendu parler il y a quelque temps, d'une fac de médecine à Orléans qui serait une antenne de Zagreb. Est-ce que tu as plus d'infos sur ça? C'est toujours d'actualité? Bonne question. En fait, effectivement, alors, pour être honnête, je pense que l'ouverture de la fac de Zagreb a été initiée, par le maire, qui, vis-à-vis, bah, du désert médical et du manque de médecins. Il essayait de trouver des solutions, donc il avait trouvé cette solution-là, de créer une antenne, de la fac de Zagreb à Orléans. Heu et je pense que c'est aussi ce qui a poussé le gouvernement à ouvrir une fac française, du coup, à Orléans. Hem, donc bon, c'est mon avis personnel, mais je pense que ça a pas été déconnecté. On en a beaucoup entendu parler au début, et plus du tout maintenant. On en a entendu parler en septembre l'an dernier, enfin septembre 2022 quand ça a ouvert. Je crois qu'il y avait très, très peu d'étudiants et c'était pas très organisé. Donc les informations étaient pas très claires, parce qu'ils devaient faire une partie de leur cursus à Zagreb, donc en Croatie. Mais voilà, ça avait pas l'air d'être, très fixé. Au départ, ils devaient faire le premier semestre là-bas et puis finalement, c'était plus le premier, c'était le deuxième semestre. Je crois qu'ils devaient passer les examens aussi là-bas, faire un certain nombre de stages puisqu'évidemment, il y avait, même si les cours se passaient à Orléans, au moins en partie, forcément, il y avait pas de terrain de stage à Orléans, donc ils devaient aller faire leur stage là-bas. Heu, donc voilà, on savait pas trop comment ça allait s'organiser. À savoir aussi que c'était une fac très, 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 très chère, hein, entre 10 à 12 000 € l'année, avec des cours dispensés tout en anglais, donc il fallait avoir un très bon niveau d'anglais en plus, et avec impossibilité de travailler à côté puisque les cours étaient, obligatoires, toute la journée. Donc voilà, ça compliquait un peu les choses. On n'en entend plus du tout parler depuis 1 an. On en a beaucoup entendu parler à la rentrée 2022 et plus du tout, donc peut-être je on sait pas si ça a perduré, je pense que oui. Mais la question aussi se posait par rapport, à la réforme, des études de santé, puisqu'il me semble, enfin en tout cas avant, ce qui avait été annoncé, c'est qu'il sortirait au bout de 5 ans, je crois, avec un diplôme de médecin généraliste et qui pourrait postuler, à l'époque aux ECN, s'il voulait se spécialiser. Et il me semble, alors je suis pas sûre, mais il me semble que maintenant, c'est plus possible, de postuler aux EDN, sans avoir fait un cursus en France. Enfin ça, c'est une information à vérifier, mais il me semble qu'il y a une histoire comme ça, donc ça pourrait aussi compliquer leur intégration en France, quoi. Alors je me permets, il existe normalement une procédure qui permet, tout comme c'était possible avec les ECN aux étudiants européens de passer les EDN, mais c'est rendu effectivement beaucoup plus complexe par le fait que le concours a été éclaté en 2 avec une première partie en octobre, qui est la partie écrite et une deuxième partie en mai qui est la partie orale. Mais je sais en tout cas, sans connaître d'étudiants concernés, que quand nous, on s'est inscrit pour passer le concours, il y avait une période spéciale dédiée à l'inscription des étudiants européens. Donc en tout cas, c'est prévu, voilà. Je ne peux pas en dire plus. Mais voilà, on n'a pas plus d'infos sur la fac de Zagreb, que ça en tout cas, cette année, on n'en entend plus parler, quoi. OK, vous avez pas du tout de contact avec les étudiants, qui font partie de cette antenne? Non, du tout, peut-être que les étudiants d'Orléans, comme moi je suis à Tours cette année, peut-être que les étudiants d'Orléans, en ont, mais honnêtement, je suis pas sûre et pour avoir discuté un petit peu avec le responsable de la formation, des formations médicales, donc qui est pas le doyen, puisqu'il y avait pas encore de doyen officiel, sur la fac d'Orléans, mais en tout cas, c'était lui qui était responsable de la mise en place de la formation à Orléans, il avait pas l'air d'être, très favorable, à cette formation je pense pas que voilà, je pense pas qu'il y ait de lien plus que ça entre les 2 facs, quoi. Bon, une bien curieuse initiative en tout cas. Ouais. Pour revenir sur quelque chose d'un petit peu plus terre à terre, toi, tu as un profil, un petit peu particulier dans le sens où, tu as un conjoint, des enfants, une vie, peut-être un peu plus établie que, des personnes un petit peu plus jeunes qui tentent la passerelle. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on s'organise avec, ces «contraintes» entre guillemets, quand on fait, médecine? Je pense que le premier point, mais alors que ce soit organisation quotidienne ou financement, effectivement, c'est pouvoir avoir l'appui de son conjoint et bon les enfants, pas forcément selon leur âge effectivement. Mais c'est vrai que mes enfants, les enfants, on leur en a parlé, on leur a expliqué qu'effectivement ça allait engendrer des contraintes et cetera.
Après, ça, en tout cas jusqu'ici, peut-être qu'en externat ce sera différent, mais jusqu'ici ça a pas, engendré énormément de contraintes parce que comme je le disais tout à l'heure, comme je vais pas en cours, du coup je suis presque plus présente, à la maison, qu'avant. Mais par exemple là je suis en stage en ce moment et c'est vrai que, bah, le matin je pars, il est 6h15 donc bah, c'est mon conjoint qui doit s'occuper de préparer les enfants, de les emmener à l'école et cetera. Donc voilà, c'est ce genre de choses où des fois j'ai des cours qui finissent un peu plus tard, c'est lui qui doit aller les chercher ou doivent aller à la garderie et cetera. Après, l'équilibre entre, les études et la vie familiale, je pense que c'est indispensable de pouvoir se mettre d'accord dès le début. Moi je sais alors à part en période de révision, au mois de décembre par exemple et surtout, voilà, étant donné le fait que j'ai travaillé jusqu'à début décembre, que j'étais un petit peu en retard sur mes révisions, mais on va dire hormis période de révision, moi je sais que le week-end par exemple, j'essaye de pas réviser, bah, parce que ça permet de garder du temps en famille et puis, moi aussi ça me permet un peu de décompresser, donc ça c'est important aussi. Et puis, bah, pareil le soir, à partir d'une certaine heure, après je vais chercher les enfants à l'école, voilà, le soir on n'a pas forcément le temps de réviser, ou alors, un peu plus tard quand ils sont couchés. Mais voilà, c'est pas forcément, ça c'est quelque chose à réfléchir et à discuter en famille avant, mais c'est pas quelque chose qui est insurmontable, en fait. Et comment s'est passée ton intégration dans la promotion, vis-à-vis des autres passéréliens, vis-à-vis des ex-PASS ou LAS? Alors bon, c'est vrai qu'encore une fois, je suis arrivée un petit peu en retard par rapport à tout le monde, donc c'était un petit peu différent, dans mon cas. Après, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir tout de suite être en contact avec les passeréliens, sans même avoir été à la fac, d'avoir pu avoir contact. Ils avaient créé un groupe, donc ils m'ont tout de suite intégré au groupe, donc ça c'était super sympa. Et puis j'ai pu avoir tout de suite les infos, dès le début. Et puis après, bah, pareil, à la fac, on est 4 je crois, ouais 4 vieux de passéréliens. Non, je dis des vieux parce que voilà, on est ceux qui ont, passé les 35 ans, les 30 ans et qui ont des enfants. Donc on a un profil un peu différent, des autres qui sont plutôt des gens qui sont sortis de M2 en général. Mais globalement, voilà, ça se passe plutôt bien. Après au premier semestre, j'ai fait les cours d'anglais avec, bah, du coup, avec aucun passerélien puisque dans mon groupe, il y avait pas de passerélien et voilà, j'ai pu facilement discuter, avec des gens qui sortaient de PASS ou autres. Je me suis aperçu que finalement, il n'y avait pas que, des gens qui sortaient de PASS, puisque j'ai pu discuter par exemple avec une fille qui sortait d'un master de je sais plus, d'histoire je crois et il se trouve qu'elle a postulé à la passerelle la première année, elle l'a pas eu et elle a pas voulu retenter une deuxième fois, elle est repartie en PASS donc du coup, voilà, elle est un peu plus âgée que les autres. Il y a des gens qui ont fait une LAS 2 aussi, donc c'est pareil, ils sont un petit peu plus âgés que les autres. Donc finalement, on est une promo, je pense qu'on est 340, quelque chose comme ça, donc c'est une promo tellement importante que, bah, voilà, on va retrouver un petit peu toutes les personnalités et ce qui est tout à fait, logique et pour moi, c'est pas tant le fait que les gens soient sortis de PASS ou passéréliens ou pas, qui fait qu'on va bien s'entendre ou pas. Ça va être plus une question d'affinité, avec la personne. Mais après, il y a pas de, j'ai en tout cas jusqu'ici, les plus jeunes, on va dire, à qui j'ai pu discuter, j'ai pas trouvé d'animosité et au contraire, en général, ils sont très, très admiratifs en disant: «Oh là là, reprendre des études à cet âge-là avec des enfants» et cetera. Surtout en habitant loin, c'est un peu, ils sont plutôt admiratifs, qu'à vouloir nous laisser dans notre coin en disant: «Bon, c'est les petits vieux, on leur parle pas, quoi». Donc non, non, ça se passe plutôt très bien et voilà, il y a pas du tout ce souci-là, quoi. OK. Est-ce que tu as une idée d'une future spécialité, qui t'intéresse ou d'un futur type d'exercice en hospitalier, en libéral, par exemple? Alors une idée oui, enfin plus ou moins, précise. Alors moi je sais que la chirurgie m'intéresse pas forcément, donc je me tournerais plutôt vers une spécialité, médicale. Après je suis fermée à rien. C'est vrai que la santé au travail, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser parce que je connais ce domaine-là et que contrairement à des étudiants, je trouve ça intéressant. Enfin en tout cas, je trouve qu'il y a des choses à faire. Je sais les domaines d'action sur lesquels on peut travailler, mais c'est pas forcément, quelque chose que j'envisage de manière exclusive et d'ailleurs de moins en moins, plus les semaines passent et de moins en moins j'envisage cette spécialité.
La médecine générale m'intéresse beaucoup, de par le fait, en fait, que c'est très, ça permet un exercice très, diversifié. C'est-à-dire que, bah, quand il y a besoin de monde aux urgences, on peut demander à un généraliste d'aller faire des gardes aux urgences. Si on a son cabinet en libéral, on peut aussi, se spécialiser, même sans être pédiatre, mais on peut spécialiser plus, voir plus des enfants. Il y a des DU qui sont aussi accessibles, donc ça permet de se respécialiser derrière et ou de pouvoir avoir plusieurs activités, différentes. Donc ça m'intéresse pas mal, la médecine G. La cardio, ça pourrait m'intéresser éventuellement aussi, mais je suis pas forcément fixée que là-dessus. Et sur le mode d'exercice, j'ai pas spécialement envie de travailler à l'hôpital parce que c'est une trop grosse machinerie, pour moi. J'aimerais bien travailler en maison de santé pluridisciplinaire, alors soit en salarié, soit en libéral, je sais pas encore, parce que ça permet quand même d'avoir une vie sociale en travail, on va dire, de voir du monde, de voir des collègues, de pas être que avec ses patients toute la journée. Donc ça, je pense que c'est un mode d'exercice qui me conviendrait bien. Mais après, j'ai pas de je suis pas fixée non plus, encore aujourd'hui, et comme pour la spécialité, je pense que je vais, les stages m'en diront plus, les stages d'externat entre autres m'aideront plus à choisir, en fait. OK, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais pas posée qui te paraîtrait pertinente et qu'on aurait oubliée? Non, pas spécialement, non, j'ai pas de pas plus de questions spécifiques. Bon, bah, c'est qu'on a bien fait le tour alors. Merci énormément pour le temps que tu m'as accordé et que tu as accordé aux gens qui écouteront, cette entrevue, et bon courage pour la suite. Merci. Et puis, pour tous ceux que, le parcours de Marine a inspiré, n'hésitez pas à la retrouver sur le Discord ou, en fonction de ses disponibilités, elle sera sûrement ravie de répondre à vos questions. Tout à fait, sans problème. Merci beaucoup et salut tout le monde. Merci.